à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui, bon je suis un peu en retard, ça va s'entendre, je parle du nez, je sors d'une grippe et donc j'ai pas posté de vidéo pendant quelques jours parce que j'ai un petit peu ramé honnêtement entre mi-novembre là et début janvier parce que j'enchaîne un peu les virus hivernaux, mais c'est pas grave, c'est fini. Bonne année à tous, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mes tops et mes flops de 2024 en 24 catégories. C'est ultra original, applaudissez franchement. J'y ai pensé toute seule. Je vous avouerai que j'ai grave la flemme d'aller récupérer les livres que j'ai en ma possession et dont je vais vous parler. Donc je mettrai l'affiche au-dessus de la tête de Bourriquet, qui va me juger pour ça. Mais donc, mes tops et mes flops de l'année 2024 en 24 catégories, on commence par la dernière lecture en cours de l'année. C'était Le Nantais de Carl Pineau aux éditions La Joigny ou aux éditions Palémon en poche. Donc Le Nantais, c'est un livre qui vient clore une trilogie consacrée à Greg Brandt, qui est un enquêteur de police. Dans Le Nantais, Greg Brandt a pris sa retraite, il habite toujours à Nantes où il a construit sa carrière. Il gère en fait avec deux personnes qu'il connaît une association qui vient en aide à des toxicomanes dans des quartiers sensibles. Mais on est à une époque où celui qui gère en gros toute la criminalité sur la région nantaise a été arrêté. On ne sait pas exactement pourquoi, je m'en souviens plus. Et il risque de passer pas mal de temps en cabane, ce qui veut dire que la place est à prendre. Ce qui veut dire que c'est parti entre des conflits, c'est parti pour des conflits entre des criminels plutôt de haut vol qui cherchent à se faire cette place-là et prendre la place de Robert. Donc c'est une très belle lecture. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai lu donc de la trilogie concernant Greg Brandt, donc la trilogie Nuit nantaise. Il y a aussi un préquel que j'ai lu, qui s'appelle Greg Brandt, et je vais lire également Pour quelques millions de Carl Pineau. J'ai lu ça en fait dans l'optique à la fois de sortir de ma zone de confort de lecture parce que je lis peu de romans policiers. Là, je pense qu'on est plus sur du polar parce qu'on est avec des personnages morally grey, on est avec une part importante qui est donnée aussi aux personnages des délinquants, même si c'est dans le cadre d'enquêtes de police, etc. Donc c'est une très belle découverte que j'ai fait découvrir sur Instagram aussi aux personnes qui me suivent. Je vous mets le lien vers mon compte Insta que ça y est, j'anime depuis quelques semaines et c'est franchement, moi j'aime bien. Insta, c'est un endroit où je me plais bien. J'aime bien Threads aussi. Bref, c'était la dernière lecture en cours de l'année 2024. La plus belle histoire d'amour de l'année 2024, c'est Achille et Patrocle dans Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc le Chant d'Achille va suivre l'histoire d'Achille. Donc Achille, on est dans la guerre entre les Troyens et les Grecs. Les Troyens, ils sont dans la ville de Troie. Les Grecs sont ceux qui font le siège. Achille, c'est un des derniers héros qui existent. Il y en a d'autres, hein. Il y avait aussi Ulysse, il me semble bien aussi, qu'il est d'ascendance divine. Mais Achille, c'est le fils d'une déesse, peut-être Thétis, et d'un roi. Et c'est le meilleur des Grecs. Et on va suivre en fait, par le regard de Patrocle, toute cette histoire qui se tisse entre ces deux jeunes hommes jusqu'à leur fin pendant la guerre de Troie. Madeline Miller, c'est quelqu'un qui est quand même très documenté sur le plan des mythes de la mythologie grecque. Elle fait des choix. Ce qui veut dire que le mythe d'Achille tel que vous le connaissez ne sera peut-être pas le mythe d'Achille tel que vous allez le lire. Je précise. Parce qu'il y a un truc très connu sur Achille qui n'apparaît pas dans le livre. Et j'ai vérifié en fait très rapido sur Wikipédia, c'est aussi une version en fait que cette chose-là n'apparaisse pas. Mais c'est une très belle histoire entre deux jeunes adolescents où on a une relation qui est quand même assez dissymétrique entre Patrocle qui était quand même aussi un enfant de roi, mais qui a tué,
qui est exilé pour cette raison-là, et donc qui a tout perdu, et qui se retrouve face à Achille, le meilleur des Grecs, qu'il regarde en fait avec des yeux d'amour jusqu'au bout. C'est une histoire très touchante. J'ai vraiment eu la chialence. J'en ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'informations si vous le souhaitez. La femme de l'année. Donc si je me plante pas, je l'ai bien lu en 2024. Je parle de Esther Prynne dans La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. On est sur un livre classique de Nathaniel Hawthorne qui a dû l'écrire dans les années 1850, quelque chose comme ça. Et La lettre écarlate se passe dans la communauté de Boston en 1850. Donc c'est 200 ans avant. Et c'est dans la communauté en fait où des ancêtres de Nathaniel Hawthorne, c'est ce qu'il explique dans son prologue. Un prologue qu'honnêtement j'ai trouvé un peu chiant, donc si vous voulez lire La lettre écarlate, que vous trouvez le prologue chiant, passez passez directement à l'action. La lettre écarlate, c'est l'histoire d'Esther Prynne qui va être accusée d'adultère, et a raison, parce que son mari, son mari qui est bien plus âgé qu'elle, est porté disparu depuis quelques années parce qu'il était parti visiter des Indiens, donc des natifs américains, et sauf qu'il n'est jamais revenu. Donc tout le monde est en train de penser que il est mort quelque part, et sauf que comme elle n'en a pas non plus elle n'a pas porté le deuil parce qu'il reste toujours cette incertitude. Sauf qu'entre-temps, Esther Prynne, elle a eu un enfant. Donc les enfants ne naissent pas dans des choux ni dans des roses, et la petite Pearl non plus. Et comme Esther vit dans une communauté qui est puritaine, où le poids de l'église est important, elle va subir justement le poids de cette honte que la société lui fait porter en l'obligeant à arborer sur sa robe la lettre A comme adultère pour lui mettre la honte en fait toute sa vie. Et c'est une femme courage qui va batailler pour avoir son petit boulot, subvenir à ses propres besoins, élever sa fille le mieux possible, tout en cachant le secret de cet amant, l'identité de cet amant, et tout en cachant aussi le fait, je vous le dis parce qu'on l'apprend dans le premier ou le deuxième chapitre, que son mari est revenu. Et que son mari est avide de vengeance. Pas envers elle, ni envers la petite, mais envers l'amant. Et si vous voulez, c'est une honte qui va se jouer à plusieurs niveaux. C'est extrêmement bien écrit. J'ai fini en larmes à le lire. C'était vraiment... je crois que c'était mon coup de cœur de l'année. Autre très très fort livre, L'homme de l'année. Un petit homme de 14 ans. Un tout petit bonhomme. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. C'est un roman qui a obtenu, si je me trompe pas, peut-être bien le prix Pulitzer. C'est un livre qui est sorti, je crois, en 1902, traduit par Tekla Hamar. Et si vous voulez, Nils, c'est un peu un sale gosse qui vit en Suède avec son père et sa mère. Et il n'a pas envie d'aller au temple parce qu'il a envie de faire autre chose, ce qui s'entend, il a 14 ans, il a autre chose à foutre de sa jeu. Il n'a pas envie d'aller au temple. Donc ses parents le laissent à la ferme en lui disant tu vas quand même lire le livre sacré et tu vas lire ce passage-là et quand on va rentrer, tu vas nous dire en fait ce que tu as compris de cette lecture-là. Donc lui, il pigne, il fait rien parce que Nils, il veut jamais faire ce qu'on lui demande. Et Nils, il aime bien faire des sales coups aussi, embêter les copains à l'école, embêter les animaux de la ferme, etc. Et ce jour-là, il va embêter quelqu'un qu'il ne faut pas parce qu'il va capturer un tomte. En Suède, les tomtes sont des lutins qui ont à peu près la taille d'une main. Et il va, à la demande du tomte, il va le libérer, et sauf que le tomte, pour se venger, transforme Nils, lui aussi, en tomte. Et déjà, Nils, il va découvrir que les tomtes ont un pouvoir, le pouvoir de se montrer ou de se cacher par rapport aux humains. Ils ont aussi le pouvoir de parler aux animaux, de parler leur langage. Et Nils va s'embarquer pour un voyage qui va durer, je crois bien, 1 an, sur le dos de Martin, le jarre de sa basse-cour, qui va suivre une volée d'oies sauvages. Et Nils va faire le tour de la Suède.
Et en fait, avec Niels, on va faire le tour de la Suède, à la fois sur le plan géographique, au sens large, mais aussi sur le plan des contes. Parce qu'évidemment, Niels est un tout petit bonhomme. Et s'il y a eu de la magie pour Niels, s'il peut maintenant parler avec des animaux, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de la magie et des contes, et des cités englouties, et des princesses oubliées ailleurs? Donc, je vous encourage très fort à lire ce livre-là. Si vous le souhaitez, comme pour La Lettre écarlate, ils sont tous les deux disponibles sur la chaîne YouTube, où j'avais moins la crève normalement pour vous les raconter. Mais c'est très belle histoire, franchement, très belles histoires. Le personnage le plus courageux de l'année. Je voulais vous parler de Vassia dans la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. J'en ai fait 3 vidéos, mais je pense que c'était pas le format qui convenait à ce type de... Je ferai plus ce genre de format. Enfin, plus de cette manière-là, mais on s'en fiche. La trilogie de nuit d'hiver de Catherine Ardenne, donc c'est une histoire qui se déroule en 3 livres, évidemment. Ça commence par L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. On se retrouve en russe, donc la Russie médiévale, peut-être 13e siècle, quelque chose comme ça, où la Russie est en proie à une guerre contre les Tatars, et si je me trompe pas, ce sont les ascendants des Mongols, il me semble. Les Tatars, en fait, ils vont faire des raids sur des villages avec des chevaux, ils arrivent, ils rasent tout, ils embarquent les femmes et les jeunes filles, peut-être même plus que les jeunes filles, et la Russe, en fait, et les boyards, donc qui sont les seigneurs terriens, offrent des rançons aux Tatars pour qu'ils leur foutent la paix. On est dans un monde qui est quand même ultra hostile, avec où passer une nuit d'hiver à l'extérieur, c'est risquer de mourir. Et c'est un monde qui est très rugueux, qui est pas facile pour les femmes, qui n'est pas facile pour les enfants non plus. C'est facile pour personne. Et dans cet univers-là, Vassia, c'est une petite fille, parce quand on la rencontre, elle a 6 ans. On va la suivre jusqu'à ce qu'elle ait à peu près 18-20 ans. Et on se rend compte assez rapidement que Vassia, elle a le pouvoir, probablement comme sa belle-mère, probablement comme son frère aussi, peut-être comme d'autres personnes de son entourage, de voir les esprits de la nature du foyer, donc les domovoï, les roussalka, etc. Je dis peut-être pas les bons, j'ai peut-être pas les bonnes terminaisons pour le pluriel, hein. Je suis pas du tout russophone. Et pour Vassia, c'est complètement naturel de voir tout ça. Et Vassia, si vous voulez, c'est la fille d'un boyard, donc d'un seigneur terrien, probablement dans un des univers, enfin un des milieux les plus hostiles de la Russie. Et assez vite, elle va être pointée comme sorcière. Et en ce temps-là, les sorcières, c'est pas terrible. Parce que ça peut assez facilement se retrouver sur un bûcher, par exemple, ou au couvent. Et Vassia, clairement, c'est pas une fille qui va épouser quelqu'un. C'est pas une fille qui va entrer dans un couvent. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Le bûcher. Et si vous voulez, cette jeune fille va se retrouver au croisement de conflits entre, du coup, la Russe et les Tatars, mais aussi entre Morosko et l'ours. Donc, Morosko, c'est le dieu hiver, le démon, le gel, qui est plutôt diabolisé dans les croyances d'aujourd'hui. C'est la mort. Et l'ours, c'est le côté un peu sauvagerie. Sauvagerie, mais enchaînée. Et elle va se retrouver au croisement de 2 guerres, parce qu'il y a cette guerre qui est entre des créatures fantastiques, on va dire, auxquelles elle a accès, parce qu'elle les voit. Elle peut communiquer avec eux, elle peut échanger avec eux, elle peut avoir un pouvoir sur eux. Et elle se retrouve aussi dans la guerre entre les Russes et les Tatars. Et plusieurs fois, on se dit, mais comment elle va s'en sortir? C'est pas possible, c'est trop compliqué. Elle va finir par elle va finir sur un bûcher. Personne ne l'aime, tout le monde la déteste, et pourtant elle est là et elle soutient tout le monde. Est-ce que c'est pas faire preuve de courage, ça? Alors qu'elle aurait pu un moment
autant d'un côté de la guerre que de l'autre, dire « vous me faites tous chier, je m'en vais ». Et non, elle a choisi de rester. Donc c'est un personnage qui subit pas mal, comme Esther Prynne. Et c'est un personnage qui... Ouais, moi j'ai adoré ce personnage-là. Alors attention, vous allez vous marrer, mais le livre que je suis pas assez culturée pour avoir compris. Je voulais vous parler de Candide de Voltaire. On est sur un conte philosophique, mais qui se rapproche également aussi de ce que j'ai lu, hein. Parce que j'ai pas fait tant que ça de recherche, parce que je vous avouerai que ça m'a pas passionné du tout. Mais le peu que j'ai eu envie de comprendre, en fait, ça fait un peu partie de ces livres qui sont destinés à des futurs dirigeants, pour qu'ils comprennent comment diriger. Et Candide, il se retrouve sur les routes parce qu'il a été viré à coups de pied au cul du château où il était élevé, parce qu'il a un petit peu très fortement embrassé la femme, la fille du noble qui l'hébergeait. Je vous ai déjà dit quand Basile, en fait, ou Lily sont dans la litière, on a l'impression qu'ils y sont avec des pelles, voire même des tractopelles. Ou les canons à neige, un peu. Pourtant, c'est des grands bébés chats maintenant, hein. Je crois que c'est fini. Oh, c'est fini. Donc, Candide se fait virer à coups de pied au cul de l'endroit où il était élevé, parce qu'il a embrassé très fortement la fille de son hôte, et parce qu'il a imité en fait son maître de philosophie qui avait troussé une servante. Ils se trouvent tous les deux sur les routes, il va leur arriver des tas de péripéties plus absurdes les unes que les autres, et au passage ils vont tomber sur le vrai Eldorado. Ils vont s'interroger beaucoup sur ce qu'est la gouvernance, ce qu'est... Je saurais pas trop vous dire plus. Si vous voulez, c'est un bouquin qui est pas très épais, c'est pas très développé, et je pense que c'est un défaut, parce que moi, ça faisait des petites phrases en fait qui... ça me manquait un peu de matière pour moi. Sauf que ce que j'ai lu, je l'ai lu jusqu'au bout, hein, mais ça m'a pas donné envie de lire plus, et je pense que il y avait beaucoup de choses à côté desquelles je suis passée, parce que je ne connais pas assez la personnalité de Voltaire et sa vie, etc., sa vie, son œuvre. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, je vous avouerai, mais bref, je manquais clairement de clés pour comprendre Candide de Voltaire. Je m'aventurerai encore cette année, sans doute, sur Micromégas de Voltaire, que j'ai vu sur un article Wikipédia, parce que Micromégas est considéré comme un ancêtre de la SF. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Puis surtout, c'est un peu safe, parce que c'est un texte qui est très court, mais sinon, je pense que globalement, Voltaire et moi, c'est terminé. Je suis désolée, Voltaire. Ensuite, mon pire livre audio. Ah là, qu'est-ce que j'en ai chié. Mais en fait, je vais le lire en vrai. C'est pas du tout par rapport au narrateur. Mais j'ai écouté La ferme des animaux de George Orwell quand j'allais en Bretagne. Et c'est un livre qui est court, si vous voulez. Donc, il y avait peut-être une heure et demie ou 2 heures d'enregistrement, un truc comme ça. La ferme des animaux, ça va parler d'animaux dans une ferme sans doute anglaise, qui prennent le pouvoir et qui renversent du coup les hommes qui les avaient placés sous leur joug. Sauf que s'il y a entre guillemets un tyran qui est parti, il faut bien qu'il y en ait un autre pour le remplacer. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Et alors les trucs qui m'ont hérissé au plus haut point, c'est que c'est l'identité du texte, donc on peut pas non plus, je peux pas vraiment m'y opposer. Mais c'est le fait que Orwell, il est un peu accolé à certains types d'animaux, une couleur politique ou une couleur socio-professionnelle, par exemple, enfin une catégorie socio-professionnelle. Des pauvres, des riches, des nantis, des communistes, des trucs comme ça, vous voyez. Et je trouve le procédé
ultra... Enfin, moi, ça me gêne absolument. Donc, j'ai détesté l'écouter. Et j'ai commencé à écouter aussi 1984. J'ai beaucoup de mal, j'aime pas du tout. Mais je pense que je vais essayer de les lire. Prendre mon temps, essayer de les lire. Parce que j'ai lu la bio d'Orwell sur Wikipédia. Je trouve que le personnage est intéressant. Et je me demande en fait si c'est pas un auteur qui était plein de peur par rapport à ce qu'il avait vécu. Euh, Parce que 1984 et La ferme des animaux, il me semble bien que ce sont des publications qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, donc après les montées des nazismes, des communismes, etc. Et je pense que c'est un auteur qui avait plein de peurs, qui les a retranscrites telles quelles mais qui a écrit ses cauchemars en fait les plus terribles. Et c'est pas que j'y suis pas sensible, c'est que je pense que je l'aurais pas fait pareil. Mais il n'y a pas que ça. Mais je suis vraiment en rejet total en fait de ces deux bouquins-là, mais d'une force. Pourtant, je suis vraiment... je peux être très fan d'univers qui sont très sombres, comme des Aliens, des Matrix, les Fils de l'Homme, Sweet Tooth, qui est quand même, c'est quand même l'humanité qui s'éteint. Je suis très fan de ce genre d'univers. Mais là, si vous voyez, si vous voulez, je voyais aucune lumière et je trouvais ça plombant, ça m'a gonflé. Et par contre, mon meilleur livre audio, c'est Mémoire de la forêt, tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Nicolas Brun-Arnaud. De mémoire, j'ai dû l'écouter soit sur Audible, soit sur Nextory. Donc, c'est très tourné pour être un livre audio accessible à des enfants. Donc ça va quand même pas mal insister sur est-ce que vous avez bien fait attention, Ferdinand, il a emmené son appareil photo. Donc vous voyez, il y a ce type de rappel en fin de chapitre, il y a un rappel en début de chapitre 6 qui peut tout à fait coller avec le petit chapitre qu'on lit le soir en allant se coucher et on écoute le chapitre suivant la nuit suivante. Et c'est une histoire qui est ultra feel good. J'ai eu la larmichette parce que ça parle quand même de la maladie de l'oubli-tout. C'est le feel good, mais c'est triste, c'est réaliste, mais c'est des animaux qui s'entraident, c'est des gens qui se connaissent pas non plus, qui vont se filer un coup de main, c'est des souvenirs qui s'échappent, peut-être des souvenirs qui ont été inventés, qui n'ont jamais existé, et c'est hyper touchant. C'est hyper touchant, ça me donne très très envie de découvrir les albums, et ouais, vraiment top. La plus belle bande de potes, les Killing Vipers de Sarah Fay. Donc Sarah Fay, j'étais son autrice. J'étais sa partenaire particulière l'année dernière sur les Killing Vipers, à savoir que en échange des livres numériques, j'ai proposé du contenu sur la chaîne qui n'a pas vraiment fonctionné parce que je pense que c'est une trop petite chaîne et à chaque fois que je fais de la romance, en fait, ça plante. C'est pas grave. Mais l'aventure va se poursuivre sur Instagram et j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer Sarah cette année au cours du salon Sea Books and Love et c'est une très belle aventure. Les Killing Vipers, c'est sa série terminée de romances à suspense dans le milieu des bikers. Donc on est en Californie, si je me trompe pas. Pour ceux que ça intéresse, elle a mis Reed, le tout premier roman de la série, vient d'être mis à disposition gratuitement. Je pense à la fois sur son site et sur Amazon KDP, ou sur les autres sites sur lesquels elle est. J'ai vu ça passer aujourd'hui sur son compte Instagram. Donc, on commence par Reed et Lily, c'est 2 livres, donc une duologie sur Reed et Lily, le même couple. Ensuite, on a Kurt et Alicia. On a ensuite une novella qui s'appelle Acceptation, je crois. Je me mélange peut-être un peu les infos. Si je me trompe, je le mettrai en bulle. On a Charlie et Matt, King, et après 2 préquels qui sont Résignation et Résilience, quelque chose comme ça. On suit donc sur les 5 romans et la novella qui est en 3.5, on est à peu près de nos jours.
on suit une bande de bikers qui ne sont plus 1%. Donc c'est des bikers qui ne sont plus délinquants. On est un peu dans le... Ça va faire du bruit. On est un petit peu dans le... dans une ambiance à la Sons of Anarchy, sauf que c'est des good boys. Ils sont pas dans des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trucs comme ça. C'est des gens qui... c'est des fans de moto, etc. Sauf que quand une des femmes aimée par un des bikers va être en danger, est-ce que ça va pas mettre tout le monde en danger? Je n'en dis pas plus. C'est une romance contemporaine. Il y a quand même, on est dans un milieu qui est violent. Donc il y a des trigger warnings sur des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Mais on n'est pas que là-dedans non plus. On n'est pas sur des personnages. Les personnages dont ce sera l'histoire restent quand même des gentils garçons. On n'est pas sur des grands malades, entre guillemets, comme on peut avoir parfois dans des romances qui peuvent être publiées ces temps-ci. Donc si vous voulez quelque chose de plutôt safe, je vous le conseille. La plus belle tête à claque, ça va la faire hurler de rire. Je parle de La malédiction de la pie-grièche de Céline avec Gonzague Métivier. Alors là, prends-le bien. Oui, c'est très drôle. Je crois que c'est pas mal de retours qu'elle a eu de lecteurs. C'est le fait que Gonzague n'est pas forcément le personnage principal de La malédiction de la pie-grièche. On est sur une histoire avec une temporalité double. Donc on est, je crois, au XIVe siècle, dans le Saumurois, donc aux environs de Saumur. Et de nos jours, dans le Saumurois aussi. On est à peu de choses près au même endroit. Gonzague Métivier, c'est le propriétaire d'un domaine viticole, celui de la Pie-Grièche. Et à la suite de la découverte d'un squelette dans un sarcophage dans les caves troglodytes, je crois que c'est un pléonasme, mais dans les caves troglodytes de son domaine, il va lui arriver de plus en plus des tuiles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Gonzague, c'est un râleur. Et en parallèle de ça, on a une intrigue au Moyen-Âge où on a une jeune fille, Mathilde, qui rencontre un beau seigneur dans des circonstances qui auraient pu être tragiques et qui va lui filer un sacré coup de main. Mathilde file un sacré coup de main au beau seigneur. Et est-ce que ça peut lui retomber sur le coin du bec? Je sais pas. Et le but du jeu, en fait, de cette lecture, c'est de faire de dresser des ponts entre ces deux époques et de comprendre un peu comment ces deux époques-là s'imbriquent et quelles conséquences l'une a sur l'autre. Parce qu'évidemment, celle du futur va pas avoir trop d'influence sur le passé. Mais le passé sur le futur, oui. Ensuite, le roman le plus dépaysant, Rescapé, de Fiona Kidman. Donc Rescapé, on est, il me semble, au 19e siècle, et c'est un livre de poche que j'ai lu il y a 6 mois environ, qui va partir à Glaglaland, à Glaglaska, et on suit des déportés, parce que c'est bien le terme, si je me trompe pas, anglais, donc généralement c'est des gens qui ont été condamnés à être emprisonnés et à la déportation en Nouvelle-Zélande, et qui se sont installés là-bas. Donc on a, en Nouvelle-Zélande, on a soit une élite qui est dirigeante, soit les gens qui doivent purger leur peine et qui doivent en fait des années à la société. Et il y a une jeune femme en fait qui a été mariée très jeune, adolescente, à un capitaine, le capitaine d'un baleinier, qui l'accompagne lors des saisons de baleines dans un village temporaire en fait le temps de la saison. Et les Maoris, si vous voulez, sont pas le peuple le plus docile. Les Maoris ne sont pas le peuple le plus docile et assez régulièrement, il y a des échauffourées où des Maoris vont venir cramer le village ou des trucs comme ça. Sauf qu'un jour, les Maoris vont enlever cette jeune femme, ses enfants aussi, je crois bien, et pendant plusieurs mois.
Et évidemment, quand les Blancs, les Anglais, récupèrent cette jeune femme, ils vont se poser la question de, ben, elle a fait quoi avec les Maoris pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois? Ce qui fait que, un peu comme Esther Prynne, elle porte un peu ce poids, cette honte, ces doigts, là, on la désigne en fait comme la putain. Et en fait, je sais plus si c'est une histoire qui est vraie, mais en tout cas, Fiona Kidman, qui est une autrice néo-zélandaise, elle s'est beaucoup documentée sur cette période-là, et il me semble bien qu'il y a une histoire de naufrage qui est vraie, en fait, qui est réelle. Ensuite, le roman qui m'a le plus bouleversée, et pas dans le bon sens du terme, Jamais plus de Colleen Hoover. Donc j'ai fait il y a longtemps une grosse vidéo d'une 50aine de minutes où je crachais tout ce que j'avais sur Jamais plus de Colleen Hoover. On est sur une... C'est vendu comme une romance. On est chez Hugo, je crois, en France. C'est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps avec Madame Deadpool, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai plus son nom. Bref, Jamais plus, on est sur une jeune adolescente qui avait un passif en fait par rapport à la violence, parce que son père était violent avec sa mère, qui va rencontrer en fait un chirurgien qui est un peu sous-tense. Et donc elle le rencontre une fois qu'elle est adulte, elle vient de s'installer dans une ville et elle veut ouvrir une boutique de fleurs. Elle veut devenir fleuriste, entrepreneuse, etc. Et si vous voulez, au début, tout est mignon dans cette histoire. Ils sont amoureux, ils se font des bisous, ils vont au cinéma, ils s'installent ensemble, etc. Jusqu'au jour où Lily, je crois qu'elle s'appelle Lily, elle est un peu beurrée. Je ne l'ai pas appelé mon chat comme elle, hein, je précise. Donc Lily est un peu beurrée, parce que l'ambiance était sympathique et compagnie. Et ce gros crétin de je sais plus comment il s'appelle, Rice, je sais pas quoi, un peu, ça me fait penser à Rysand. Il va choper un plat de four, donc chaud, dans le four, sans gants. Donc il se brûle, il fait tomber le plat. Et Lily, elle se marre. Elle se marre parce que il y avait une bonne ambiance, parce qu'elle est un petit peu saoule. Et il lui décolle une droite. C'est une histoire d'amour. Et si vous voulez, c'est une succession de trucs où on se dit, c'est pas possible, tu peux pas rester avec lui. Et Lily, elle a vécu une très belle histoire d'amour quand elle était adolescente avec un gamin qui était à la rue, qui squattait une maison abandonnée en face de chez elle. Et c'est une très belle histoire d'amour avec Atlas qui est franchement un book boyfriend red flag, green flag justement à fond, parce que Atlas c'est un super gars. Et sauf que je sais plus exactement dans quelles circonstances Lily et Atlas ont coupé les ponts et ne se sont pas revus depuis. Sauf que Lily, c'est une gamine qui écrivait beaucoup dans des journaux intimes, et puis elle continue à le faire, ce qui fait qu'il y a un peu plein de journaux avec le nom d'Atlas partout. Et le moindre truc va servir à nourrir la jalousie de l'autre connard envers Atlas et à justifier le fait que scénaristiquement, il fout sur la gueule à Lily jusqu'à ce qu'elle soit terrorisée. Bref, ne lisez pas cette merde. Épargnez-vous ça, il y a des très belles histoires sinon. Colleen Hoover, jamais plus justement. Le roman le plus doudou. Quand la vie s'en mêle, Adèle de Lucie Castel. C'est le premier tome d'une série, non pas de 3, mais 5 livres. J'ai failli faire 5. Où on suit Adèle qui, à la suite de la mort de sa grand-mère, si je me trompe pas, va vivre dans le village de naissance de sa grand-mère. Elle renoue avec le premier amour de sa grand-mère et elle va se faire une bande de potes. Donc Adèle, elle est devenue paysagiste parce qu'elle s'est beaucoup occupée de sa mamie quand sa mamie était malade, un peu jusqu'au bout, donc elle s'est complètement négligée. Elle a pas fait d'études, elle a pas construit son avenir, elle s'est occupée de sa mamie. Sauf que sa mamie, quand elle décède, lui laisse une lettre en lui disant « Maintenant, tu bouges tes fesses ». Donc Adèle, elle a fait des études pour devenir paysagiste.
Elle trouve un boulot pour s'occuper du cimetière du village de naissance de sa grand-mère. Et elle va, euh, elle va du coup rencontrer tout un petit groupe de potes qui ont tous leur petite casserole, mais c'est tellement tout doux cette ambiance de... Il y a un facteur qui est obèse et la ville, ils sont en train de chouiner parce que comme il est obèse, bah, faudrait peut-être qu'il prenne son vélo, hein, le sale gros. Et ben non, parce que lui, il veut utiliser la voiture parce que c'est plus efficace pour lui. Et puis parce que c'est comme ça. Mais ça piapiate dans le village. On a une jeune femme qui est toiletteuse pour chiens et qui a un look un petit peu émo peut-être. Enfin, un peu gothique, peut-être émo, je sais plus exactement. Ma lecture remonte un peu, hein. On a une jeune femme qui, je pense, est esthéticienne, si je me trompe pas, et qui a des gros soucis de troubles du comportement alimentaire parce qu'elle est anorexique. Et il y a toute une histoire en fait d'enquête parce que il y a un corbeau. Mais ça reste feel good. On n'est pas sur des grands drames, on n'est pas sur des enquêtes policières de tarés. On est sur une petite histoire très mignonne dans un village où ça piapiate beaucoup, mais c'est très 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 beau. Le livre que j'ai le plus hâte de relire, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais Le Trône de Fer de Georges Martin. Médiéval fantastique, 7 royaumes qui sont plus ou moins en paix, plutôt moins que plus. Ça va vite changer. On a des loups géants dans le nord. Le Grand Nord est coupé Enfin, la zone la plus froide de Westeros, le continent, est coupé par un grand mur magique du reste du continent. On peut se dire, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce mur, à part des vilains sauvageons qui veulent rentrer parce qu'ils n'ont rien à bouffer au-dessus? Eh ben, peut-être qu'il y a autre chose dans le nord, et il y a des dragons qui revivent, et il y a l'héritière d'un trône qui lui a été volé, qui revient, et il faut absolument lire Le Trône de Fer. Le livre que j'ai le plus hâte de découvrir, Le dit du chien noir d'Alex Nikolavitch. On est au mouton électrique si je me trompe pas. Le dit du chien noir, je triche un peu parce que c'est le nom de la trilogie, et évidemment, je ne me souviens plus des titres. 3 coracles cinglaient vers le couchant. Donc les coracles, ce sont des bateaux médiévaux. Lancelot avançait en armes, et le garçon avait grandi en un gaste pays. Les couvertures sont sublimes. Ce sont des livres que j'ai archi hâte de lire. J'ai vraiment hâte de me remettre à lire de la légende arthurienne. Donc j'ai prévu cette année de lire Les Chrétiens de Troie. J'ai également, je dois avoir 2 ou 3 livres jeunesse dans le monde du roi Arthur. Donc je pense que de temps en temps, je vais m'en faire quelques-uns comme ça cette année. La maison d'édition que j'ai le plus hâte de découvrir. Donc là, je vais vous le dire parce que vous allez savoir dans un mois ou deux. J'ai été contactée pour un service presse par Luft Hunger Club, qui est une maison d'édition toulousaine qui publie des pulps. Donc ce sont des magazines qui vont publier des nouvelles, une dizaine de nouvelles, 10, 12, 15 nouvelles par magazine qui relèvent des domaines de l'imaginaire, il me semble bien, elles sont toutes illustrées et c'est à la suite d'appels à texte. J'ai été contactée en fait pour leur prochaine sortie, c'est leur 3e sortie pardon, qui s'appelle Les Feux de la Révolte, que j'ai eu en version numérique. Et comme ils vont faire une campagne de participation là, courant février ou mars pour le sortir en physique, je vous en parlerai à ce moment-là avec le lien de la campagne. Voilà. Et c'est reparti pour la suite, parce que j'ai encore fait une pause. Vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est une vidéo qui a été tournée en 3 fois. Et là, il me reste plus grand-chose. Il y avait le livre pour lequel j'ai le plus d'attente. C'est Nous de Christelle Dabos. Parce que j'ai lu La Passe Miroir il y a peut-être 2 ans maintenant, que j'ai absolument adoré. C'était un coup de cœur absolu, cette série-là. Et
si vous voulez, j'ai acheté en numérique Ici et seulement ici, qui est le livre suivant, un one-shot aussi, de Christelle Dabos, que j'ai toujours pas lu. Mais par contre, quand la maison d'édition a dit que Nous, donc la nouvelle sortie de Christelle Dabos, sortait en box où on pouvait avoir accès soit au relié ou au brochet. Moi, j'ai pas pris le toc-toc, hein, j'ai pris un grand bouquin, grand format, mais sans plus. Mais j'ai un carnet, j'ai un pins, un truc honnêtement, ça me servira à rien. Mais bon, c'est un projet que j'avais envie de soutenir et c'est clairement un des livres pour lequel j'ai le plus d'attente. Et de quoi que ça cause? L'instinct est irrépressible et sert le nous en majuscule. Mais si le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. Christelle Dabos, si vous voulez, elle fait partie de ces auteurs, ces autrices que je peux suivre totalement aveuglément. Et ça va être le cas pour, bon, bah, évidemment, toutes les sorties de Tolkien, il y a plus beaucoup de neufs, mais Georges Martin, Neil Gaiman, malgré, hein, Neil Gaiman, je vais le suivre aveuglément. Ça sera sans doute le cas aussi pour Catherine Arden et Madeline Miller. J'ai un côté très collectionniste aigu quand je tombe sur des gens que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail en général. Je finis par tout lire. Je l'ai pas fait forcément pour J.K. Rowling, tiens. Mais bon, J.K. Rowling, elle a aussi, enfin, Harry Potter, c'est une œuvre forte, fort impact émotionnel à mon cœur. Le world building qui m'a le plus intéressé, eh ben, étonnez-vous ou pas, mais je voudrais parler du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Le Fantôme de l'Opéra, je trouve que c'est un livre qui est assez bizarrement foutu parce que si vous voulez, il y a une espèce d'enquête sur un corps qui a été retrouvé, donc qui serait a priori le corps du fantôme de l'opéra. Et pour ce faire, en fait, l'enquêteur, on ne sait pas exactement qui c'est le narrateur toujours, mais l'enquêteur, il est venu un petit peu discuter avec les nouveaux directeurs de l'opéra, avec les gens qui travaillent à l'opéra, etc. Et il replonge comme ça dans une histoire qui a eu lieu une trentaine d'années auparavant. Où on a... Alors le fantôme de l'opéra, c'était un homme mystérieux qui hantait les sous-sols de l'opéra. Vu comment c'était organisé, si vous voulez, vous avez l'opéra l'opéra de Paris tel qu'on peut se l'imaginer, donc un grand bâtiment prestigieux, sauf que il y a tout plein de galeries souterraines, euh, des apparitions mystérieuses, euh, un homme avec un crâne enflammé par exemple. Et on est dans un milieu, l'opéra, qui est très superstitieux. Et peut-être que dans cette histoire de superstition aussi, il y a des choses qui peuvent être des trucages. Peut-être qu'il y a des choses qui sont interprétées différemment de ce qu'elles paraissent. Mais j'ai trouvé que c'était, sur le plan du world building, c'était quand même puissant. C'était puissant aussi par rapport à la tragédie de l'amour entre le comte de Chagny, le vicomte de Chagny, je sais plus, et je ne sais plus comment s'appelle la femme qu'il aime, la femme qui aime aussi le fantôme. Et si vous voulez, c'est une très belle histoire aussi, que j'ai lue d'ailleurs sur la chaîne, si ça vous dit de regarder. Je suis assez sceptique sur la fin. Si vous voulez, la fin, ça retombe un peu comme un soufflet. Parce que il y a la narration qui se passe 30 ans auparavant, et il y a aussi la narration de l'enquête. Et parfois, dans ce qui se passe de nos jours, il y a des trucs qui sont hilarants parce que euh, le fantôme de l'opéra, il a une telle influence sur les gens du théâtre, les gens de l'opéra, que les gens flippent et lui donnent tout ce qu'il veut. Et
quand il y a une histoire de passation entre les anciens et les nouveaux directeurs de l'opéra, il refile le bébé aussi, à savoir le fantôme. Donc le fantôme qui a besoin d'une loge spécifique, qui a besoin d'une concierge spécifique, qui a besoin de 20 000 francs tous les mois, et d'un attelage, etc. Et si vous voulez, il y a des moments qui vont être très drôles, où les directeurs sont tournés en ridicule, où ils se demandent mais est-ce qu'on se fout pas un petit peu de notre gueule en fait. Et il y a aussi ces moments où on est dans de la tragédie, où on est dans de la folie, on est dans du grand drame, c'est dans l'expression des sentiments les plus sombres, on est dans plein de mystères. Enfin, c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré, même si je vous avouerai que la fin, elle retombe un peu comme un soufflet. Le style qui m'a le plus transporté. Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, de Maryse Condé. Si vous voulez, je trouve que c'est un livre qui a une parenté avec Circé de Madeline Miller et avec aussi, il me semble bien, Vassia de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Tituba, c'est une sorcière c'est une sorcière historique de Salem qui, il me semble bien, a dû finir sur le bûcher. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit sur elle parce que c'était une esclave. Donc après tout, à cette époque, c'était rien. Et Maryse Condé, en fait, va lui donner une voix. Et Maryse Condé va lui donner une histoire. Et c'est bouleversant parce que ça commence dans la violence la plus absolue, parce que Tituba, c'est le fruit d'un viol. Sa maman, qui était esclave, a été violée par le planteur, quoi. Et ça parle des racines africaines, je sais plus exactement de quel pays c'est, ça remonte ma lecture remonte un petit peu, mais c'est un personnage de femme qui est très fort, qui vit en marge de la société. Il y a un côté aussi un petit peu Esther Prynne, dans le côté où c'est une femme qui vit seule, qui vit en marge, qui vit seule, qui se débrouille, qui sait se défendre et qui rend service quand même à la communauté. La communauté qui va la foutre sur le bûcher, en gros. Et c'est vraiment une histoire qui m'a super émue. Je pense que c'est un livre dont je me séparerai jamais. C'est une très belle histoire. Très très belle histoire. Le roman, ou peut-être l'univers que je n'ai jamais vraiment quitté. Eh bien, pour ne pas reparler de la trilogie du d'hiver de Catherine Arden, je voudrais vous parler du Grishaverse de Leigh Bardugo. Alors, le Grishaverse de Leigh Bardugo, on est sur une trilogie. C'est la trilogie Shadow and Bone. On a sur les deux orphelins, je crois, le dragon de glace et l'oiseau de feu. Donc ça, c'est l'histoire de Alina Starkov, qui est l'invocatrice de lumière dans un monde où, en gros, les invocateurs de lumière sont un peu attendus comme le messie, parce que dans ce monde de fantasy, le Shadowfold, c'est une zone morte qui vient défigurer un pays et qui le coupe en deux. Ce qui le prive en fait de l'accès à la mer. Et le Grishaverse, on a cette trilogie-là qui concerne Alina, qui est littéralement le messie de cet univers. On a ensuite Six of Crows et La Cité Corrompue, où on suit une bande de 6 malfrats dans le même univers, mais dans un autre pays. On est à Ketterdam, donc c'est dans le pays Kersh, où en gros le premier bouquin, on est sur un cambriolage. On doit aller voler quelque chose dans un endroit où ils vont pas être très bien accueillis. Et il y a des histoires de vengeance également, et on est dans un univers en fait où les gens qui ont des pouvoirs, on n'est pas sur des pouvoirs magiques, on est sur de la petite science. Donc c'est les gens qui ont ces pouvoirs-là
sont acceptés dans un seul pays, parce que sinon ils peuvent être réduits en esclavage, ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être foutus aussi sur le feu, torturés, tués, leurs os consommés, etc. Et bref, il fait pas bon être Grisha à part à Ravka, donc l'endroit où Alina habite. Et la dernière duologie qui sera certainement une trilogie, c'est King of Scars et The Rule of Wolves. J'ai un mal de chien à le dire. Je dis que c'est une future trilogie parce que c'est... Vu comment ça finit, évidemment qu'il va y avoir une suite. On est sur Nikolai Lantsov qui est l'héritier de l'univers, qui est l'héritier de Ravka, qui est en guerre en fait contre Fjerda, le pays qui se trouve au nord, et contre Shuan, le pays qui se trouve au sud. Et Nikolai Lantsov, il a été maudit, en quelque sorte. Donc il doit un petit peu se dépatouiller avec une malédiction qui est quand même bien encombrante, parce que quand ça le prend, bah, il sait plus du tout se contrôler. Donc il a des blancs, il est peut-être possible qu'il mange des gens. Donc si vous voulez, c'est un petit peu dangereux. À côté de ça, on a Demon in the Woods, qui est un préquel sur le grand méchant de l'univers, le Darkling, qui lui est un invocateur d'ombre, donc l'opposé de Alena Starkov, qui est une invocatrice de lumière. Et on a 2 recueils de nouvelles ou de contes qui sont Le Chant des Ronces et Le Livre des Saints. Le Livre des Saints qui est le livre religieux de Ravka. Le roman dont la lecture m'a pris le plus de temps, eh bien, je vous le dis parce que je l'ai toujours pas fini, mais j'ai commencé cette lecture au mois de septembre. Et je pense que je l'ai pas fini parce que tout bêtement, j'ai déjà enregistré un bout de vidéo là-dessus, ce qui fait que je vais pas être perdue parce que pour me replonger dedans, il suffit de réécouter les 10-15 minutes que j'avais enregistrées en septembre. Et c'est La source au bout du monde de William Morris aux Forges de Vulcain. William Morris, j'avais déjà lu dans l'année, donc c'est un précurseur de la fantasy qui a inspiré notamment Tolkien. Ce n'est pas qu'un auteur, c'est aussi un gars qui est un designer dans les arts déco notamment, qui faisait du lettrage, plein de dessins, etc. Donc j'ai déjà lu Le lac aux îles enchantées et La source au bout du monde. Pourtant, c'est une histoire qui me paraît, qui je pense va plus me plaire que Le lac aux îles enchantées. Parce que je pense qu'on est beaucoup moins dans un univers médiéval très idéalisé. Je pense que là, on est un peu plus dans du concret et c'était vraiment bien sympa. Mais tant que je m'y mette. Le roman que j'ai le plus vite oublié, eh bien, pourtant la lecture est hyper récente. Poison, charme, beauté de Sarah Pinborough. Parce que, oui, j'ai le souvenir en fait d'avoir passé un bon moment de lecture à lire ces 3 romans-là. J'ai le souvenir que c'était très agréable comme réécriture de contes, qu'il y avait une partie quand même qui était assez originale, que j'ai trouvé ça sympa, et en fait j'ai tout zappé. Donc je pense que soit c'était plus pour moi, je suis trop vieille, c'est peut-être plus pour les adolescents, peut-être plus pour des gens qui sont moins aguerris, on va dire, en lecture de fantasy. Mais Poison, charme, beauté, je me souviens plus de rien, ou plus de grand-chose. Le meilleur livre jeunesse. Alors j'en ai parlé lors d'un 7 jours 7 livres, le seul que j'ai fait, et sur lequel j'ai tenu il me semble, où j'avais présenté en fait, donc c'était 7 jours 7 livres en 2 mois je crois. Et Zora l'insoumise de Michel Lédier raconte l'histoire de Zora, qui est une adolescente de 14 ans d'origine marocaine qui va être emmenée en France pour servir en fait pour une tante entre guillemets, mais on appelle cette femme une tante, mais c'est pas je crois qu'elle fait pas partie de cette famille-là, pour filer un coup de main. Zora en fait on lui a promis comme à sa famille qu'elle irait à l'école, qu'elle serait logée, nourrie, blanchie, qu'elle aurait un petit salaire, etc. Et sauf que ça vire à l'esclavage moderne.
Et c'est quand même pour des enfants à partir de 10 ans. Ça dit les choses. Hein, Zora va subir de la maltraitance. Mais pourtant, on pourrait être dans quelque chose qui va être glauque, mais on l'évite. C'est quand même pour des enfants de 10 ans. C'est une très belle histoire. C'est une gamine qui est pleine de force, qui est pleine de ressources, qui se laisse pas faire, qui ne va pas forcément le regretter d'ailleurs, parce qu'elle sait se défendre, et que j'ai vraiment, 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 vraiment kiffé. Je pense que j'étais plus très inspirée, et vu qu'il est tard et que je sais pas si vous rendez compte à quel point je parle du nez, le roman que j'ai regretté de ne pas avoir relu cette année, Le Trône de Fer de Georges Martin, parce qu'il est vraiment temps que je m'y mette. Et surtout parce que, si je me trompe pas, le dernier week-end de janvier, il va y avoir le Fandival, qui est un festival de l'imaginaire en ligne, qui va regrouper les associations qui sont autour des fandoms du Trône de Fer avec la Garde de Nuit, du monde de Tolkien avec Tolkien Deal, de la Roue du Temps avec Pierre de Tyr, et Harry Potter avec... J'ai oublié. Donc, le festival en ligne des fandoms des univers imaginaires. Et donc on a la Gazette du Sorcier pour Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc on est quand même sur des associations qui sont présentes depuis longtemps. On a... donc ça va être un week-end le 25 et 26 janvier de 10h à 23h avec des... Je vais vous dire vite fait ce qu'il y a. Il y a une émission d'inauguration, un jeu Fizz with Biz quiz, premier mot, discussion sur les premières lignes de chaque œuvre, table ronde, traduire et éditer, jeu de rôle cross-univers, un moment jeu, série télé, le grand battle des fandoms. Et pour le dimanche, un morning live, la bibliothèque des fans, moment jeu, illustrer les univers, alignement donjons et dragons, et une émission de clôture. Donc ça commence le samedi à 10h, ça finit à 23h. Ça reprend à 10h le dimanche pour finir à 19h. Et si vous voulez, je vais vous mettre le lien en fait je vous mettrai le lien vers le site internet du Fandival. Pour ça, pour démarrer ça, la Garde de Nuit avait commencé à lire les premiers tomes de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux et de La Roue du Temps. C'est en ligne. Et il y a eu un podcast aussi de la Gazette des Sorciers sur les fandoms des univers imaginaires. Je vous mets le lien. Parce que la Garde de Nuit, je pense que je vais y mettre un pied cette année. Parce que j'ai été contactée il y a quelques mois et j'ai toujours pas... Je me sentais pas légitime en fait, vu que ma lecture remonte à longtemps et le visionnage des séries aussi. Je me dis, pour remettre le pied là-bas, faut avoir tout lu de Azouaf. Parce que moi je dis le Trône de Fer, mais faut pas dire ça. Les puristes ne disent pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos tops et vos flops de l'année, donc selon les catégories que vous souhaitez. Comme vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez large pour essayer de trouver... J'essaie de pas trop tricher en fait, de mettre en lumière des livres dont je me souvenais. Et je pense que j'ai parlé 2 fois du Trône de Fer parce que peut-être tout simplement, j'avais puisé au bout de 24 catégories. Donc voilà, normalement c'est à peu près des bouquins que j'ai lus en 2024 et la vidéo de la semaine prochaine concernera des livres de Carl Pino, donc en polar, parce que au mois de janvier, j'ai envie de lire des livres qui me sortent qui me sortent un peu de ma zone de confort, avec du polar, et je vais relire également du George Orwell pour essayer de lui laisser une chance, parce que peut-être que je vais être moins hérissée à le lire en vrai, avec mes yeux. J'ai un petit chaton trop mignon là. Allez, je vous souhaite une très belle journée, parce que là, il commence à être tard. Normalement, il y aura des vidéos. Donc, il n'y a pas eu de vidéo de livre audio le week-end dernier parce que vous avez vu comment je cause.
Il y en aura par contre le week-end prochain, donc je vais terminer les deux contes qui restaient pour les contes de Noël de Vieilles histoires du pays breton d'Anatole Lebras, et je vais poursuivre les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Et je ferai un récap parce que ça va faire vraiment trop longtemps, 3 semaines. Donc vous inquiétez pas. Il y aura un petit récap que vous pourrez passer si vous vous souvenez de tout. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Rêvez tout grand, lisez tout plein et dites-moi ce que vous avez retenu de vos propres lectures 2024. Est-ce que vous avez des attentes pour 2025? N'hésitez pas à me dire tout ça. Salut!